comment tu expliques ce phénomène lié au retour de Bouteflika qui, publiquement, n'était pas appuyé par la France, mais appuyé par Belkhair. Et qui dit Belkhair dit la France, dit le Maroc, dit l'Arabie Saoudite, dit les Émirats, etc. etc. Et les ramifications, les réseaux de Belkhair étaient importants. Secondé par Touati, par Toufik, par Ismaïl, etc. Tout le monde était d'accord, il faut le reconnaître. Donc voilà un Bouteflika qui se dit candidat indépendant, mais qui en réalité c'était le candidat de l'armée, et au sein de l'armée, de l'institution sécuritaire, c'est-à-dire du DRS. Oui. Es-tu d'accord sur... Absolument. Il n'était pas le candidat de l'armée, il était le candidat du DRS. Du pôle sécuritaire. Pôle sécuritaire qui est essentiellement structuré, encadré, conseillé et dirigé en fait par Belkhair. Le paradoxe sur lequel je voulais aussi un peu réfléchir, c'était que les Algériens, les décideurs algériens, et notamment y compris du temps de Zarouane, étaient intéressés par une amélioration des relations avec les Saoudiens. Même si, et je l'ai entendu de la bouche d'officiers supérieurs que j'ai rencontrés à l'occasion de colloques, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent à des colloques universitaires, il faut le savoir. Il y en a quelques-uns dont les enfants sont dans les universités algériennes. Pas dans les universités françaises. C'est-à-dire, tu veux dire, non. C'est pas tous les officiers supérieurs, pas tous les généraux, pas tous les militaires ou les sbires du pouvoir qui envoient leurs enfants à l'étranger. Il y a des gens qui quand même gardent quand même une certaine pudeur. Écoute, j'ai eu la femme d'un général dans mon cours. Je ne donnerai pas le nom. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui. C'est un homme d'une correction. Et il habite dans un 3 pièces. À ce jour. C'est une exception, en fait, c'est des exceptions. Je ne sais pas. Des gens comme ça, c'est des exceptions. C'est une règle, je n'en sais rien. Mais je dis que c'est faisable. Il y a aussi des officiers qui, à chaque fois, nous ont cassé les bonbons parce que son fils ou son petit-fils ou son truc... ou éventuellement sa maîtresse à l'université. Voilà. À l'université. Elle doit passer sans passer les examens. Exactement. Ça, c'est vrai. Un jour, j'écrirai cette histoire-là. Donc, ce problème-là, il y avait quelques officiers qui voulaient... donc, j'avais dit que les décideurs algériens du temps de Zarouane étaient intéressés aussi par une manière d'aliéner la sympathie des Émirats et de l'Arabie Saoudite, parce que les Émirats et l'Arabie Saoudite, dans leur représentation, devaient sans doute avoir un lobby puissant aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils comprenaient. Par le biais du lobby, ils pensaient que les Saoudiens allaient les aider à se tourner davantage vers les États-Unis. Mais il ne faudrait pas oublier, c'est qu'à l'époque, nous sommes dans les années 90, il ne faudrait pas oublier que la position algérienne vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de quelques pays du Golfe ainsi que de l'Iran était une position tranchante parce que l'Algérie officielle considérait que ces pays-là finançaient, appuyaient militairement le terrorisme en Algérie. À tort ou raison, je ne sais rien. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe exactement ce que terrible. Et je pense que Zarouane était clair sur cette question. Absolument. Contrairement à Bouteflika par la suite. Il a les pieds et poings liés aux Saoudiens et aux Émirats. Le problème était là, c'est que les Algériens, pour sortir coûte que coûte de l'isolement, pour sortir de cet embargo qui ne disait pas son nom, avaient besoin d'un courtier. Le courtier, c'était les Saoudiens, et les Saoudiens le faisaient payer cher. Puisqu'ils préparaient ce quelqu'un que l'Algérie, pour son malheur, allait récupérer en 2000, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà aussi un certain nombre de conditions qui permettaient de montrer comment ce personnage qui a traversé 20 ans de la vie politique algérienne de 1962 à 81, qui disparaît pendant 20 ans et qui revient comme si de rien n'était du jour au lendemain. Donc, ce retour-là, il faut dire, ce n'est pas simplement une lubie, ce n'est pas une décision qui a tapé dans la tête de Belkhair, qui a dit « moi c'est mon poulain, je vais l'imposer ». Il y a des conditions qui ont été réunies.
Un élément aussi qui me paraissait important, c'est que les Américains, depuis 1990-91, au moment où la turbulence se faisait en Algérie, il y a eu la première guerre des sables contre l'Irak. Dans cette première guerre des sables, les militaires algériens étaient pour l'Irak, étaient pour Saddam Hussein. À tort ou à raison, je ne sais pas si c'est de la cécité, mais tout en sachant que le régime irakien et Saddam Hussein en particulier et en personne étaient responsables de l'assassinat de Mohamed Siddiq Ben Yahya. Et ce que je disais tout à l'heure, et ça m'est sorti de l'esprit, je l'ai entendu de la bouche d'un certain nombre d'officiers supérieurs que j'ai rencontrés. Ils sont littéralement convaincus que Boumediene a été assassiné sur ordre des Saoudiens. Ils en sont convaincus. Je dis ça encore à tort ou à raison, parce qu'il n'y a aucune position officielle exprimée sur ce point. Donc, il y a cette attitude très complexe qui fait que les Saoudiens vont, à partir des années 90, projeter, c'est un véritable projet par rapport au Maghreb d'une manière générale, à l'Algérie en particulier, parce que le Maroc est déjà dans leurs mains. Ils projetaient de faire rentrer l'Algérie, coûte que coûte, dans leur giron, dans leur zone d'influence, avec possibilité de prospection, d'investissement, etc., etc. D'accord. C'est Khadar, permets-moi d'être terre à terre, parce que moi je pense que nos compatriotes, particulièrement les amis de Respublica 2, se posent également des questions de nature concrète, n'est-ce pas? En quoi Bouteflika pouvait-il être utile à tous les Gesellschaft, c'est-à-dire à cette société secrète qu'on appelle les services de renseignement, le DRS ou autre, cette puissance occulte qui s'est substituée aussi bien à l'institution militaire qu'au texte fondateur de ce pays. C'est-à-dire, en quoi pouvait-il, Bouteflika, en 1999, en quoi pouvait-il être utile à l'Algérie, alors que l'Algérie de l'époque, celle de Zroual, commençait à préparer la reconstitutionnalisation du pays et la réinstitutionnalisation de l'État à travers un retour clair et net, quel que soit maintenant le degré de la transparence et de la légitimité des élus, un retour à un processus normal de démocratisation, un processus qui a été avorté 7-8 ans avant. Bon. En quoi pouvait-il être utile à cette junte? C'est-à-dire ceux qui, quelque part, ont fait le coup d'État, 92, ou qui ont conduit le pays, ou qui ont géré le pays sécuritairement pendant cette période. En quoi pouvait-il être utile? Bien. On va essayer de revenir à l'axe de notre lecture que nous avons depuis le début exploité. C'est-à-dire cette réflexion sur ce double mouvement dans la société entre l'encadrement et l'élitisme. Le retour de Bouteflika, c'est en quelque sorte un signe très fort d'un retour d'une volonté d'encadrement. Parce que Bouteflika, à tort ou à raison, mahsoub le système Boumediene. C'est-à-dire le système qui a contrôlé l'Algérie de manière drastique, de manière draconienne, et de manière dictatoriale. Or, Bouteflika, qui ne passe pas pour un homme à poigne, c'était plutôt Boumediene et un certain nombre d'officiers autour de lui, c'était l'homme des coups bas. C'était l'homme des coups bas. C'est d'abord lui qui a été chargé, ça encore c'est un mystère de l'histoire, qu'il va falloir un jour clarifier, c'est lui qui a été chargé par le Conseil de la Révolution d'aller réveiller un certain Ahmed Ben Bella de son lit et lui dire
il l'a mis au trou. Pourquoi c'est lui qui a été chargé? Pourquoi pas un autre? Est-ce que ce n'est pas une sorte de reconduction de sa fonction qu'il a occupée déjà, puisqu'il était geôlier de l'état-major au Mali, et qu'il avait été le gardien d'un certain nombre de gens, dont Messadia, qui va être son protecteur, et Belhouchet, qui va être aussi son protecteur. Et à l'époque, on l'appelait, comme d'ailleurs, on le raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais le jour où il devait partir au Mali, il a été voir Boumediene, il lui a dit, il était très jeune d'ailleurs, n'est-ce pas? Il avait dit, tu m'envoies avec les gens, ils sont tous des colonels, ils sont tous des commandants, et moi je n'ai aucun grade. Apparemment, Boumediene lui avait dit, toi aussi, vas-y, tu es un commandant. Un commandant, pas un commandant, un commandant. Commandant. Et de là, le monsieur est devenu commandant. C'est-à-dire, c'est Abdelkader qui est devenu commandant de l'ALN. On ne sait pas s'il y avait un front du côté du Mali ou s'il on a tiré une balle ou je ne sais rien. Bon, continue. Donc, il y a cet aspect de la chose. Le deuxième aspect, donc, c'est le projet. Je vais revenir encore sur ce facteur que je signalais tout à l'heure, exogène. C'est l'importance dans la stratégie américaine de redéploiement, l'importance du domino saoudien. Quelle est son importance? Le domino saoudien, c'est un projet qui est avancé par les Américains de reconversion du système économique, politique et culturel du monde arabo-musulman qui serait mis sous l'influence saoudienne. C'est quoi? C'est l'économie rentière, essentiellement à base énergétique dans les pays à énergie, l'économie marchande, l'économie de bazar. Économie de bazar, pas d'industrialisation, investissement important dans l'agriculture. On ignore aussi, l'Arabie Saoudite a beaucoup fait en termes agricoles, comme la Libye la suivra par la suite. Et autre élément important aussi, c'est la défonctionnalisation. Et on avait commencé à en parler avec la défonctionnalisation qui a touché en premier les militaires sous Cheikh Ibn Jadid. Donc la démilitarisation des régimes. Donc ce modèle saoudien, alors que dans les années, fin des années 70, on nous avait bassiné sur l'Algérie à la recherche d'un modèle, soit le japonais, soit l'espagnol, soit le coréen, etc. En fait, nous étions amarrés à un modèle d'empire symbolique qui est le modèle saoudien, qui est le modèle rentier par excellence. Donc, or, Abdelaziz Bouteflika vient précisément pour conforter les nouveaux choix qui sont programmés par l'équipe de Belkhair de faire de l'Algérie l'appendice économique, l'appendice culturel, l'appendice politique de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que tu veux dire clairement, excuse-moi, moi j'aime la clarté. Et moi aussi. D'accord. Tu veux dire que Bouteflika était de retour pour une mission ou des missions? Oui, des missions. Peux-tu nous préciser ces missions? Oui. Première mission, d'accompagner la reconversion totale du système économique. Le système économique algérien, légué par Boumediene, c'était un système basé sur l'industrialisation, sur la fonctionnalisation, y compris dans des secteurs comme l'agriculture. C'est donc la politique culturelle des deux, d'une sorte de mélange entre une modernisation et une tradition. Dans le système saoudien, la modernisation, on n'en veut pas. On veut un retour salafiste, fondamentalement attaché à la tradition, essentiellement. Et à ce moment-là, on a commencé à parler, et c'était à la fin de la période de Cheikh Ibn Jadid déjà, avant, on avait commencé à reparler de la réislamisation de l'Algérie, comme si l'Algérie n'avait jamais été musulmane. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque. Reviens s'il te plaît sur les missions de Bouteflika. Alors, les missions de Bouteflika, c'est 1. La reconversion économique. Ok. La reconversion institutionnelle. C'est-à-dire? Dans le sens où il faut réadapter les structures des institutions algériennes aux nouvelles logiques exigées par
le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et l'OMC. Tout le train des missions qui ont été confiées de l'ajustement structurel des banques, la mise à niveau des systèmes judiciaires, la mise à niveau du système de l'enseignement, les réformes de l'administration, la poursuite de la politique de la démilitarisation, l'affaiblissement de l'armée, la mise à la retraite des cadres de l'armée, la transformation de la sécurité en sécurité policière et non plus en sécurité adossée au système militaire comme c'était autrefois. Tout ça, ce sont les grandes missions qui devaient caractériser la première période, c'est-à-dire le premier mandat de Bouteflika.